BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. En direct jusqu'à 15h30, bienvenue donc dans le club. On va parler des dernières actus, du cours du Bitcoin, du mining, du Texas, de l'adoption des cryptos en entreprise également. Beaucoup de sujets à développer aujourd'hui avec mes invités. Loïc Santel, directeur commercial chez Conta Crypto, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alexandre Sashchenko est avec nous également, Chief Strategy Officer chez Pemium, bonjour. Alexandre, à vos côtés, Maxime Euzet, journaliste à la Tribune. Bonjour Maxime. Posez-nous vos questions, vous n'oubliez pas notre adresse. Vous savez qu'on vous répond tous les jeudis, crypto@bfmbusiness.fr. On a plein d'actu, plein de sujets aujourd'hui. BFM Crypto, le club, c'est parti. Et on commence par les news avec vous Maxime Euzet. L'actualité du jour, c'est la chute des cryptos. Attention, vous avez quand même Alexandre à vos côtés. Il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, c'est un peu de la provoque déjà. Hein. Mais je vais les prononcer. C'est un bain de sang sur les cryptos. Ce matin, certaines crypto-monnaies ont perdu plus de 15%, comme le solde de Solana ou le XRP de Ripple, quand l'Ether, lui, a perdu jusqu'à 13% en moins de 24 heures. Donc, Bitcoin, lui, a lâché plus de 8% ce matin pour repasser sous les 90 000 $, ce qui n'avait pas été vu depuis novembre dernier. 88 754, effectivement. Absolument, la chute est donc brutale, mais elle couvait déjà depuis quelques semaines, puisque avant même la chute donc de cette nuit et de ce matin, le cours du Bitcoin avait déjà perdu 14% entre son point haut du 17 décembre à 109 000 $ et aujourd'hui. Alors cette baisse est surtout vue sur les ETF, ces fonds américains qui achètent du Bitcoin pour les particuliers. Selon la société d'investissement CoinShares, sur les 2 dernières semaines, 924 millions de dollars ont été sortis des ETF, dont 508 millions juste la semaine dernière. Alors, ces fonds sont un catalyseur important pour le cours du Bitcoin, puisque le plus gros d'entre eux, par exemple, celui de BlackRock, détient 55 milliards de dollars d'actifs sous gestion, soit 2,8% de tous les Bitcoins en circulation. Est-ce qu'on a une explication à cette chute? Vous avez vu, je n'ai pas dit effondrement, j'ai dit chute, Alexandre. Est-ce qu'on est revenu à des niveaux pas vus depuis 2 mois au moins. Maxime. Alors, il est difficile de donner une raison à cette baisse, mais les analystes interrogés dans un article de la Tribune paru aujourd'hui s'accordent sur le fait que le mouvement vient des nouvelles macroéconomiques. Ils pointent notamment le rebond de l'inflation aux États-Unis en janvier, qui fait craindre un arrêt de la politique de baisse de l'inflation aux États-Unis. Et donc, cela serait mauvais pour les investisseurs, pour les investissements risqués comme les cryptos, puisque les investisseurs pourraient alors préférer les obligations, être exposés aux obligations plutôt qu'aller vers ces classes d'actifs. Mais l'inflation n'est pas la seule raison à cette baisse. Ces derniers jours, il y a eu toute une série de mauvaises nouvelles qui ont poussé les investisseurs à appuyer sur le bouton vendre. On peut parler bien sûr du scandale du Libra, cette crypto-monnaie qui s'est effondrée juste après que le président argentin Javier Milei en a fait la pub. Et puis on peut parler du hack historique de 1,5 milliard de dollars de la plateforme d'échange Bybit. Enfin, les doutes s'accumulent sur la création d'une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis, voulue donc par Donald Trump. En fait, c'est à chaque État de décider s'il va accepter la création de cette réserve ou non. Or, hier, l'initiative a été rejetée par 4 États, donc le Montana, le Dakota du Nord, le Wyoming et la Pennsylvanie. Alors tout n'est pas perdu cependant. 24 États doivent encore se prononcer sur le sujet, sachant que l'Utah est proche d'accepter la création de cette réserve. Oui, on va voir effectivement, on va regarder ce qui va se passer aux États-Unis. Il y a eu beaucoup d'annonces au départ avec l'investiture de Donald Trump. Là, ça se raréfie un petit peu. C'est peut-être aussi ça du coup, le fait qu'il y ait des chutes comme ça. Est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles quand même dans le monde crypto, Maxime? Oui, tout n'est pas que mauvaises nouvelles dans la crypto, heureusement. Hier, la Security and Exchange Commission, la SEC, le gendarme de la bourse américaine, a annoncé mettre fin à des enquêtes contre la plateforme d'échange de NFT OpenSea et contre la plateforme de trading Robinhood. Alors pour rappel, la SEC avait annoncé enquêter sur ces 2 entreprises en mai et en août 2024, car elle est soupçonnée de violer la loi sur les securities, qui interdit aux entreprises non agréées par le gendarme de vendre des actifs mobiliers.
Mais avec la fin du mandat de Gary Gensler il y a quelques mois, remplacé par Paul Atkins, l'institution semble marquer un tournant pro-crypto. Un tournant bien sûr poussé par Donald Trump qui veut faire des États-Unis la capitale mondiale du Bitcoin et des cryptos. Attention, verdict de Alexandre à vos côtés. Qu'en pensez-vous de cette chute, Alexandre? Je ne la suis pas, comme la plupart des chutes. La tendance reste bonne, comme je le disais en blaguant tout à l'heure, mais on est revenu à des prix pas vus depuis 2 mois. Donc je pense que sur l'histoire de 15 ans d'un actif, c'est quelque chose qui est supportable. En revanche, ça vient remettre une pièce dans la machine pour dire aux néophytes que si vous n'êtes pas prêt à encaisser de telles chutes, elles sont fréquentes. Donc ça reste la meilleure idée à chaque fois de faire un DCA, de ne plus y penser, d'être là pour 5 ans, parce que sinon vous allez être confronté à ce genre de dilemme psychologique dans lequel vous allez vous dire « Oh là là, finalement, tout est en train de s'effondrer, est-ce que c'est pas une arnaque ?» Et vous allez tout vendre, et puis on se retrouve dans 6 mois où en fait, c'est plus du tout le même scénario. Donc voilà, moi les fondamentaux restent bons, l'adoption reste bonne, le hash rate reste bon. J'ai pas de raison particulière de stresser. Loïc, votre avis sur la question? Moi, j'ai un avis plutôt similaire aussi. J'ai plutôt tendance à se dire qu'il faut être sur du long terme sur ce type de placement, pas trop au fait des émotions justement sur ce type de choses, parce que bon, faut être émotif. Et là-dessus, il y a quand même des hauts et des bas assez réguliers, donc voilà, je suis assez aligné. On va pas revenir sur ce qui s'est passé avec le Libra, parce que c'est vrai que bon, il y a Bitcoin et puis le reste du monde des crypto-monnaies. On dit souvent, assez souvent avec vous, Alexandre. En revanche, sur ce qui se passe aux États-Unis, il y a eu toutes ces annonces, cette avalanche d'annonces au mois de janvier sur les premiers jours de l'investiture de Donald Trump. Là, c'est vrai qu'on attend le bâtissement de cette réserve stratégique, réellement des vraies règles, des vraies mesures concrètes sur l'univers crypto aux États-Unis. Est-ce que ça a une incidence? Est-ce que là, ça manque de décision réellement, Alexandre? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on a été habitué à un rythme effréné. C'est ça. Et donc, on a perdu la mesure des choses. On a l'impression que toutes les 3 heures, il y avait une nouvelle assez importante. Et je pense que Trump ne le fait pas que sur les cryptos. Je pense qu'en plus, on est en train de publier dans 2 mois un livre sur Bitcoin et la géopolitique. Évidemment, pour tous ceux qui suivent la géopolitique en ce moment, il faut être réveillé la nuit parce que ça change à peu près toutes les heures. Il y a beaucoup de dossiers. Exactement. Donc, on est habitué à un rythme qu'on n'avait pas vu avant parce que, par effet, j'allais dire, contraposé, durant la campagne, toutes les choses avaient été mises en pause parce que tout le monde attendait le prochain gouvernement. Ouais. Donc, on est passé de pause à rythme effréné. Et donc, forcément, le différentiel nous a tous fait bondir en se disant voilà, ça va hyper vite. Moi, j'ai quand même fait partie de ceux qui avaient un tout petit peu tempéré en disant non, attendez, non, il n'en parlera pas dans son discours d'investiture. Non, c'est pas une bonne nouvelle pour le Bitcoin en général, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs crypto-américains qui sont très contents de voir des gens qui vont arrêter des procès. Je l'avais dit d'ailleurs il y a 1 mois et demi en disant il va arrêter les procès sur toutes les boîtes qui ont financé sa campagne, que ça ressemble très légèrement à du népotisme et à des conflits d'intérêts. À partir du moment où il parle de réserve stratégique et qu'il laisse entendre l'idée que ce ne sera pas que du Bitcoin, en fait, l'idée à ce moment-là devient nulle. C'est-à-dire que vraiment, ça veut dire... C'est très confusant. C'est hyper confusant et surtout que ce n'est pas du tout la même démarche. C'est-à-dire que faire une réserve stratégique dans laquelle on met des titres financiers de ses potes, ça s'appelle, je sais pas de l'abus de bien social, mais de l'abus de bien public. On utilise des impôts pour faire pumper les coins de ses potes. Donc, c'est pas du tout la même chose que Bitcoin, qui est un asset qui a 15 ans, il n'y a pas de fondateur, on ne sait pas l'identifier, il y a un potentiel de réserve mondiale ou d'étalon monétaire. Ça peut avoir un sens. Et je l'avais répété, c'est débattu. Tous les bitcoiners ne sont même pas d'accord sur le fait que Bitcoin soit intéressant pour faire une réserve. Mais dès qu'il a ouvert la porte en disant finalement on va peut-être mettre du Ripple, du bidule, du machin, en fait ça perd tout son sens. Et je pense que les bitcoiners auraient intérêt, et les cryptoers aussi si ça existe, à maintenant partir sur un scénario de base qui est qu'il n'y aura pas de réserve fédérale. Éventuellement au niveau des États, parce qu'ils ont j'ai l'impression que certains, très faibles, on parle effectivement de l'Utah, éventuellement le Texas, mais il n'y en a pas 36, peuvent être intéressés si la démarche politique au niveau de l'État est intéressante pour aller lancer une course là-dessus. Au niveau fédéral, étant donné l'ambiance actuelle, moi j'y crois plus, ça peut changer parce qu'il a en gros fait son groupe de travail. Voilà, on peut très bien avoir des conclusions dans 80 jours qui vont nous dire en fait c'est super cool, allons-y. Moi je pars sur un scénario où ça n'existe plus. Ouais, intéressant effectivement. Loïc, rappelez-nous ce que fait Conta Crypto avant de commencer. Alors Conta Crypto, on est une plateforme de pré-comptabilité à destination des entreprises et des particuliers. Concrètement, on aide
la plupart de ces acteurs à se faciliter la vie pour les déclarations fiscales, que ce soit pour le bilan comptable ou même la déclaration sur le revenu à la fin de l'année. Et on va parler d'adoption des cryptos par les entreprises spécifiquement dans un instant. Mais ce que dit Alexandre, effectivement, sur cette ambiance outre-Atlantique, on espérait beaucoup en début d'année. Ça change très vite en fonction des décisions et des annonces qui sont faites. Vous, est-ce que vous le sentez dans cette adoption, dans votre activité quotidienne? Alors non, on le voit depuis septembre. On a de plus en plus d'entreprises effectivement qui sont venues nous voir pour diversifier leur trésorerie. Alors je pense évidemment sur un fonds un peu de news où il y a une allocation un petit peu sur les cryptos qui commencent à être mis dans les portefeuilles. Je pense qu'il y a également les CGP, tous les conseillers en gestion de patrimoine qui font leur travail, des entreprises également comme Premium qui viennent aussi maintenant targeter les entreprises. Donc justement, c'est là où on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises effectivement qui placent là-dessus. Et puis, il y a aussi une dimension métier aussi qui rentre maintenant, même au niveau du paiement. Par exemple, on a de plus en plus d'entreprises qui utilisent aussi les cryptos et la blockchain pour passer les paiements. Donc l'intérêt finalement ne s'est pas émoussé au vu de ces annonces-là? Non, je pense pas. C'est pour ça d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que j'avais une vision assez long terme, parce que c'est vrai que nous, on a plutôt une tendance à voir une utilisation plus concrète dans le business, plus qu'une dimension simplement de placement. Vous allez nous réexpliquer exactement ce que vous faites dans un instant. Vous aviez une news Texas pour nous, Alexandre. Ça concerne l'énergie et le minage. Exactement, c'est le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Donc Texas, juste pour resituer, parce que du point de vue européen, on se dit oui, bon, en gros c'est un État américain, un peu comme le Montana ou je ne sais quoi. Les États sont très disparates aux États-Unis. Le Texas, c'est le PIB français. C'est la France en fait. Si on met les États-Unis en face de l'Union européenne, le Texas c'est un pays, c'est la France, c'est le même PIB. Donc l'équivalent du gouverneur du Texas, en fait, c'est le président de la République, c'est Emmanuel Macron. Donc lui, ce qu'il dit, le gouverneur du Texas, c'est breaking news. Le Texas a réussi à surmonter son pic de demande historique d'un point de vue d'électricité. Donc ils ont passé les 80 gigawatts de mémoire de demande à un moment T. On est en plein hiver, donc évidemment il y a besoin de se chauffer, etc. Donc il y a un pic de demande. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que il faut mettre ça en miroir avec l'histoire du Texas sur son réseau électrique depuis quelques années, parce que, pour ceux qui s'en souviennent, en 2021, il y a eu une tempête au Texas, qui est un État où il y a beaucoup d'événements météorologiques, que ce soit l'été ou l'hiver d'ailleurs. Et il y avait une tempête qui avait mis à mal le réseau, parce que autant le réseau européen est très bien maillé, on exporte de l'électricité dès qu'on en a trop, on en importe dès qu'on n'en a pas assez. Ouais. Autant les réseaux américains, parce qu'en fait chaque région quasiment a son propre réseau électrique, est très mal maillé. Donc il y a en permanence au Texas, par exemple, il y a certains comtés dans lesquels il y a 25% du temps, les prix sont négatifs. On a trop d'électricité, on ne sait pas quoi en faire. Oui. Alors même qu'en Californie, dans le même pays, les prix sont extrêmement élevés, parfois 2 fois plus élevés, parce qu'en fait, les interconnexions ne fonctionnent pas, on n'arrive pas à s'envoyer de l'énergie. Et donc, on a des vrais problèmes d'équilibrage de réseau, parce que ce réseau, il est de temps en temps en surcapacité, de temps en temps en sous-capacité. Et donc, en 2021, il avait explosé. Il y a un blackout. Il y avait eu plusieurs millions de foyers qui avaient été privés d'électricité pendant plusieurs jours, au milieu de l'hiver, au milieu d'une tempête, d'un blizzard. Et donc, il y avait eu des centaines de morts. C'était un truc qui avait fait énormément de bruit au Texas, qui avait eu la peau, entre guillemets, du président de l'équivalent d'Enedis, donc ERCOT, qui avait été viré sur cette base-là. Et ils ont ramené l'ancien président, Brad Jones, qui a dit, ma priorité, ça va être d'équilibrer ce réseau. Parce que là, on atteint 20-30% d'énergie renouvelable sur le réseau. C'est intermittent. On ne sait pas gérer plus. Là, on atteint un plafond qui est en train de déséquilibrer le réseau. Il faut qu'on l'équilibre. Et on sait que pour équilibrer, on peut se servir du minage. Exactement. Et c'est avec ce patron-là qu'ils ont décidé d'évaluer les possibilités. Et parmi ces possibilités, le patron, il a dit, le minage, c'est une bénédiction, en fait. On ne savait pas un truc qui peut, comme ça, amener des gigawatts de puissance, se débrancher du réseau en l'espace de quelques secondes. On ne savait pas faire avant. Ouais. Et donc, les larges flexible loads, donc les charges importantes et flexibles, il y en avait très peu sur le réseau. Maintenant, elles ont explosé parce qu'il y a le minage de Bitcoin. Et donc, ça permet au Texas d'avoir carrément changé de visage. En 3 ans, on est passé de incapable de tenir 75 gigawatts de demande, blackout, des centaines de morts. Et aujourd'hui, on est à 80 plus. Et tout se passe bien, et finalement le réseau est équilibré. Et donc le minage, évidemment, joue un rôle là-dedans. Et donc, évidemment, c'est contre-intuitif parce qu'on nous a répété, oh là là, le Texas, il va mettre du minage de Bitcoin, ça va casser le réseau. C'est encore de la demande dans une région qui fait déjà des blackouts. Vous vous rendez compte? Certains disaient même, le minage est responsable des morts qu'il y a eu, alors qu'il n'y avait pas de minage à ce moment-là, mais enfin, bon, on n'est plus à une précision près. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en parallèle avec une actu qui a eu la même semaine en France, qui est l'annonce par Exaion, filiale d'EDF, sur le sujet crypto. Alors on se dit,
EDF, énergie, crypto, bitcoin, mining, hop, ça sonne tout de suite, synergie. Pas du tout. EDF se refuse. Ils veulent bien tout faire dans la crypto, sauf le seul truc sur lequel ils ont une synergie, c'est-à-dire l'électricité. Et donc ça, c'est assez frustrant parce qu'on voit qu'on a un acteur public, donc financé par les impôts, qui lance une unité de business qui va faire du staking, d'Avalanche, Polkadot, pourquoi on ne sait pas, qui va faire de la conservation, qui va faire... la mission de service public dans le staking de Polkadot, je ne la vois pas, franchement. Et ce qui est encore plus problématique, c'est qu'en lançant une business unit là-dessus, en fait, ils viennent faire concurrence aux acteurs français de façon déloyale. Pour l'avoir vu, moi, quand j'avais lancé ma boîte de conseil, c'est très frustrant quand on arrive sur un appel d'offres, qu'on fait un pricing, qu'on passe 3 semaines, 4 semaines à établir une proposition commerciale, on envoie la proposition commerciale et on a un retour qui nous dit « Désolé, le gars en face, financé par tes impôts, il le fait à moitié prix. » Ouais, moi, je ne peux pas m'aligner, en fait. C'est mon argent. Donc, à un moment donné, je ne peux pas le faire à perte. Bah ouais, mais là, c'est ton argent aussi. C'est tes impôts. Donc là, on a une entreprise publique avec nos impôts qui, au lieu de faire le seul truc qui serait une mission de service public et le seul truc sur lequel elle a une synergie avec le monde des cryptos, à savoir le minage de Bitcoin, elle se refuse à faire ça et elle préfère lancer une activité en concurrence déloyale avec les quelques boîtes qui peinent à survivre entre la concurrence étrangère qui est déjà déloyale, puisque la plupart ne sont pas régulés, et les mastodontes bancaires qui ferment des comptes, etc. etc. Donc ces deux news en parallèle, moi, évidemment, elles m'ont fait assez rire jaune, je dirais. Oui, rire jaune. Maxime. Pour le moment, le minage de Bitcoin est une vraie solution pour équilibrer le réseau, mais à terme, les surplus d'énergie, notamment des centrales éoliennes et solaires, le but, c'est de les stocker, que ce soit dans des batteries ou dans de l'hydrogène pour pouvoir le réutiliser plus tard et voilà, avoir une meilleure utilisation de notre électricité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, le minage de Bitcoin va s'opposer à ces utilisations des surplus d'énergie? Non, parce que, alors déjà, une première question, c'est quoi à terme? Parce que si à terme, c'est dans 50 ans, on aura un problème avant. Donc c'est ça qui est bien déjà avec la solution du minage, c'est qu'elle est disponible là, maintenant, tout de suite, à échelle industrielle. Pour donner un exemple, dans l'article du Texas qui était cité par le gouverneur Abbott au Texas, il parlait du fait que les batteries avaient pas mal aidé parce qu'elles étaient passées à 4,5 gigawatts de puissance disponible au moment du pic. En face, la puissance de minage disponible, on parle de entre 5 et 10, alors qu'on commence à le déployer que depuis 2-3 ans. Parce que ça se déploie de façon industrielle. En fait, on peut sortir 1, 2, 3, 5 gigawatts hyper facilement à partir du moment où on a accès au réseau. Les batteries, elles sont en concurrence avec tous les autres cas d'usage. Vous n'allez pas faire tourner une voiture électrique avec du minage. Donc, les solutions de batterie et de minage sont en fait complémentaires. C'est-à-dire que sur un réseau électrique, c'est très intéressant d'avoir de la batterie pour pouvoir redonner du jus lorsqu'il y a un pic, mais c'est aussi très intéressant d'avoir un consommateur flexible qui, lui, est capable de s'effacer parfois à hauteur de 2, 3, 4 fois la charge en batterie, avec des coûts qui sont minimes, parce que les batteries, entre les terres rares, les métaux précieux, c'est en concurrence avec tous les autres cas d'usage qu'on peut chercher. Mais ça a une vraie utilité pour la mobilité, les batteries. Oui, donc si ça a une utilité pour la mobilité et que le minage de Bitcoin peut servir le réseau et pas la mobilité, on aurait peut-être intérêt à prioriser la mobilité avec les batteries. Parce que c'est un peu le problème du business. Si vous voulez tout faire en même temps, vous n'allez pas le faire. Donc si on dit, tous ensemble ici, a priori on le dit, a priori le minage de Bitcoin ne fera pas bouger une voiture, si on se dit qu'il faut d'abord électrifier le parc électrique, et encore pas partout, si votre électricité c'est du charbon, ça ne sert pas à grand chose. Si vous devez électrifier votre parc de véhicules et que vous devez équilibrer le réseau, vous avez le choix entre dire non, le minage, je ne veux pas voir, c'est nul, donc je mets des batteries, mais toutes les batteries que vous mettez là, vous ne les mettez pas dans l'électrification du parc électrique, du parc de véhicules. Donc c'est une meilleure allocation de ressources en fait, pour quelque chose qui ne coûte pas grand chose, qui est disponible maintenant et à échelle industrielle. On peut équilibrer des réseaux, débloquer l'implantation de nouvelles ENR, et ce n'est pas une question de l'autre est plus utile. Parce qu'en fait, équilibrer le réseau est utile. Je ne vois pas pourquoi on cherche une utilité autre que ça derrière. Et évidemment, je pourrais sortir tout le couplet sur le fait que Bitcoin est une monnaie écologique, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Non, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on y reviendra dans différentes émissions parce que c'est un point que vous avez soulevé et qui est très intéressant, mais qui montre aussi peut-être l'incompréhension. D'après vous, ce refus d'Exaillon, c'est une incompréhension de comment ça fonctionne ou c'est politique ? Idéologique et politique. Je ne pense pas que c'est une incompréhension technique. Je pense que c'est soit idéologique par des personnes qui n'ont pas envie de le traiter parce que pas bien, il y a une ambiance sur le fait que ça pollue 8 fois la planète par jour, que ça va détruire le Texas, etc. Mais peut-être, puisque c'est une entreprise publique, il y a peut-être aussi un enjeu
comme c'est la seule crypto qui a une prétention monétaire, on va certainement pas lui faciliter la vie. On va y revenir. Mais bon, ça c'est invérifiable. Oui, tout à fait. On en reparlera évidemment de ce sujet en longueur. On essaiera de les inviter d'ailleurs sur ce plateau pour voir s'ils répondent à cette politique mise en place. Loïc Santel, on va parler un petit peu de l'adoption des cryptos par les entreprises. C'est ce que vous faites au quotidien déjà. Est-ce que n'importe quelle entreprise peut utiliser la blockchain ou investir en crypto ? Alors oui, pour toutes les entreprises, alors hormis les micro-entreprises qui, elles, ne peuvent pas faire du placement d'excédent de trésorerie, la totalité des entreprises peuvent utiliser la blockchain et les cryptos notamment pour du paiement, par exemple payer des clients, peuvent être payés par des clients ou payer des fournisseurs, et effectivement, s'ils ont des excédents de trésorerie, ils peuvent derrière venir les placer sur des placements crypto. Oui. Est-ce qu'elles peuvent utiliser toute forme de crypto ? Est-ce qu'elles peuvent utiliser toute forme de crypto ? Toute crypto en tout cas. Oui, majoritairement, je pense que oui. Alors après, il y a quelques principes de précaution en tout cas à avoir. Notamment, il va y avoir le principe même d'investissement, c'est-à-dire qu'il faut investir toujours de l'argent qu'on est prêt à perdre. Oui. Dit comme ça peut paraître logique, mais bon, par expérience personnelle, cette logique n'est pas respectée à chaque fois. Après, vous allez avoir également tout ce qui va être la requalification d'objet social de société. Donc, par exemple, quand vous allez, imaginons, je ne sais pas, vous êtes consultante informatique, par exemple, votre métier, ça va être faire du conseil en informatique. Si vous avez un excédent de trésorerie que vous placez, par exemple, en crypto, et que cet excédent va générer un chiffre d'affaires important, des bénéfices importants, le fisc pourrait être en droit de vous demander, alors Sandra, votre activité principale, c'est quoi ? C'est de faire du conseil ou c'est de faire du trading ? Et donc, dans ces cas-là, il y a un risque à ce niveau-là. Ensuite, vous allez avoir également tout ce qui va être en lien avec les plateformes que vous utilisez. Alors, je pense qu'Alex Point pourrait en parler mieux que moi, mais là-dessus, quand on voit également les news au niveau de Bybit, on comprend vite l'intérêt de passer par une plateforme régulée, qui notamment a des process établis. Et même nous, c'est vrai qu'on essaie aussi de passer un peu la bonne parole au niveau des clients, de bien qu'ils ségrèguent leur compte, ils aient justement leur compte perso, qu'ils fassent des KYC d'un côté, qu'ils fassent des KYB de l'autre avec leur entreprise. Ça, c'est extrêmement important pour derrière, en finalité, bien comptabiliser toutes ces transactions. Donc, c'est là où nous, on a une incidence à cet endroit-là. Et effectivement, si les opérations sont toutes mélangées entre le perso et le pro, ça devient vite une vraie galère pour pouvoir réussir à se dépatouiller avec tout ça. Donc c'est un petit peu tous ces points-là. J'aurais dû commencer par cette question. Comment les sociétés utilisent la crypto au quotidien ? C'est quoi les usages pour les boîtes ? Alors, vous allez avoir le paiement, que par exemple, nous, on travaille avec certains avocats, par exemple, ou certains comptables qui aujourd'hui traitent ce type d'opération. Et donc, s'ils vont au bout de la démarche, ils sont même des fois payés en crypto. Vous avez même pas mal de développeurs, par exemple, informatiques, suivant sur les projets sur lesquels ils travaillent. Par exemple, quand ils travaillent dans des projets Web3, des fois, ils ont envie de se faire payer finalement en crypto. Donc après, voilà, c'est un choix personnel de voir si sa paye va rester au même niveau pendant tout le long du mois. Mais en tout cas, on a de plus en plus de personnes qui se font payer comme ça. Et après, vous allez avoir au final aussi au niveau du financement. Là, on a quand même quelques crypto-millionnaires. Souvent, nos politiques disent que ces bénéfices-là ne retombent pas dans l'économie réelle. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord, parce qu'au final, on voit qu'il y a des entreprises qui se financent maintenant, au final, avec des bénéfices qui ont été générés par ces placements. Donc là, il y a des entreprises qui se financent comme ça. Et après, comme je vous disais, il y a aussi les placements d'excédents de trésorerie, donc là où on vient allouer une partie des portefeuilles sur de la crypto. Et derrière, pour aller chercher de la performance. Bon, oui, c'est ça, j'allais dire, vous avez presque répondu à la question, mais c'est quoi les avantages à finalement faire de la crypto quand on est en entreprise ? Alors, il y a majoritairement 3 avantages. Le premier, ça va être votre effet de levier, parce qu'en fait, mine de rien, vous allez avoir aujourd'hui, si on reprend cet exemple de consultante informatique, imaginons que vous ayez 10 000 euros d'excédent de trésorerie, eh bien, si vous l'investissez personnellement, vous allez devoir le sortir de l'entreprise, parce que c'est votre activité principale, donc vous allez devoir le sortir, et vous avez 2 manières de le sortir, soit en salaire, là-dessus vous allez payer de l'URSSAF, vous allez payer des impôts là-dessus, ou de l'autre côté vous allez le sortir en dividende, et pareil, vous allez passer par la case impôt, donc au final vos 10 000, au mieux vous allez peut-être avoir 7 000 que vous allez investir, alors que si vous investissez directement avec votre entreprise, les 10 000 vous allez investir 10 000. Donc ça c'est un des premiers points. Le deuxième point, vous allez avoir la déductibilité de la perte. Donc ça, c'est, je pense, pour moi, l'avantage le plus intéressant, parce que quand vous êtes un particulier, vous investissez, malheureusement, voilà, comme des phases comme aujourd'hui, où on perd un petit peu d'argent, et bien là, en tant que particulier, la perte, c'est une fois que c'est vendu, c'est perdu. Oui. Alors qu'une entreprise, si elle vend, elle peut passer cette perte au niveau du bilan et derrière venir compenser les impôts sur les bénéfices qu'elle a générés peut-être avec son activité principale. Et le dernier point, c'est aussi de pouvoir mieux jouer avec sa rémunération. Donc, c'est vrai qu'une entreprise offre pas mal de flexibilité pour pouvoir derrière jouer, essayer de
de minimiser un peu les impôts qu'on paye. Donc notamment, soit en maximisant un petit peu les charges, le comptable pourrait conseiller de faire un peu plus de charges, ou derrière, par exemple, avec des montages de holding, par exemple, pouvoir équilibrer les bilans en faisant de la remontée de capitaux sur l'autre société et essayer d'équilibrer pour payer au moins sur ses bénéfices. Alexandre, cette adoption des cryptos et du Bitcoin peut-être particulièrement passe par les entreprises. Comment les convaincre davantage de s'y mettre? Est-ce que vous voyez un mouvement comme ça d'adoption particulièrement ces derniers mois? Parce qu'il y a quand même les réglementations qui sont tombées. Est-ce que ça les arrête? Le plus grand débloqueur mental, ça n'a pas été la réglementation. Ça, c'est dans la tête du régulateur que ça se passe comme ça. Ouais. Le plus grand débloqueur, ça a été les ETF. C'est mais en fait, c'est un truc que BlackRock touche, quoi. Donc en fait, ça va pas me polluer la main si je le touche. Je peux y aller. Ça a été le plus grand débloqueur mental. Après, dans les entreprises, il y a évidemment des typologies très différentes. Je pense que les PME sont plus agiles, donc elles sont largement plus capables de faire ce genre d'opération en disant, voilà, il y a un patron qui a une conviction sur Bitcoin et il sait que sa trésorerie, comme dirait Michael Saylor, si j'y touche pas, c'est un glaçon qu'ils font. Donc je vais aller me diversifier, mettre en Bitcoin, etc., les excédents de trésorerie. Dès qu'on touche sur des groupes un peu plus gros, en fait, ça doit passer par la case conseil d'administration, validation par la direction financière, etc. Et là, en fait, plus il y a de gens qui sont impliqués dans la décision, plus il y a quelqu'un qui est susceptible de dire « Ah non, mais attendez, cette monnaie du terrorisme, c'est mort, on n'y touche pas ». Donc, dans les très grands groupes français, et malheureusement, on a quand même un tissu économique où les grands groupes font vivre l'économie française globalement. Si on n'est pas dans un grand groupe, on est fournisseur d'un grand groupe. Je le fais en version très caricaturale parce qu'on a évidemment plein de PME, mais largement moins que le tissu économique allemand, par exemple. Ça veut dire que tout tourne quand même beaucoup autour d'un effet de mimétisme. Autant qu'il n'y aura pas de grandes banques, de grands groupes, de grandes institutions qui dira ouais, en fait, c'est bien, on peut le mettre en trésorerie. Il n'y aura pas de mouvement massif. Mais en revanche, effectivement, chez les plus petits, plus agiles, on voit qu'il y a un intérêt. Les marchands, les commerçants sont moins réticents qu'avant. Mais c'est toujours une étape quand même à passer de dire je mets en place un portefeuille Lightning, machin, ou qu'est-ce que c'est que cette nouvelle monnaie. Donc voilà, tout n'est pas encore gagné. Très vite, Loïc. Alors, je pense qu'il y a aussi un autre frein, c'est les comptables, mine de rien, parce que c'est vrai que les comptables, derrière, il faut également qu'ils suivent ce type de placement, qui s'informent, qui se forment. Et qui se forment. Ouais. Et donc là, nous, on voyait des entrepreneurs. Alors moi, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai été amené à rentrer dans ce milieu-là, parce qu'à la base, moi, je travaille dans la comptabilité traditionnelle, dans le milieu de la comptabilité automatisée, et j'avais des clients qui venaient nous voir tous les mois, qui nous disaient, moi, je viens de faire le tour de 10 comptables, personne ne me prend, quoi. Ouais. Personne ne veut accepter mon dossier. Et souvent, le comptable dit, en perso, tu peux faire tout ce que tu veux, mais avec la boîte, par contre, tu n'y touches pas. Ouais. Et c'est pas forcément par manque de conviction ou c'est plutôt par de la méconnaissance. Manque de formation. Qu'il y aille. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut le comprendre parce que donc nous, là, on rentre dans le quotidien de mes équipes en soi. Derrière, venir suivre toutes ces opérations au quotidien, sachant qu'on a des nouvelles crypto-monnaies qui se créent tous les jours, des nouveaux projets qui se créent tous les jours. Donc, il y a certaines courses toujours à aller remonter toutes ces informations. Et derrière, le comptable, lui, il doit valoriser tout ça en euros, récupérer toutes les transactions. C'est un travail de fourmi, mais s'ils ne sont pas équipés, et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, dans notre marché, on est assez peu à faire ça. Je pense que dans le monde, on doit être une dizaine d'acteurs. Donc effectivement, là-dessus, c'est quelque chose qui est en évolution, qui arrive et qui va prendre de la place, je pense. Ça arrive et ça prend du temps. La meilleure transition vers... je voulais parler de votre essai. Bon, il nous reste 1 minute, donc vous allez résumer ça en 1 minute et on en fera une émission spécifique, probablement avec Jean-Marc Daniel d'ailleurs, Alexandre. Ouais. Ça s'appelle Léviathan monétaire, de l'argent magique au cauchemar totalitaire. Pourquoi vous avez écrit cet essai ? Parce que j'ai constaté, le public principal de cet essai, ce sont les libéraux français. Il y en a. Il faut les chercher très fort, mais il y en a. Parce que j'ai constaté une forme d'incohérence entre cet idéal de liberté, de réduction du poids de l'État dans l'économie, notamment en France, où on est globalement le champion du monde de la dépense publique, mais sans interroger une des causes fondamentales, où on pouvait interroger le budget, les ministères, les collectivités territoriales, la culture business, et pas la monnaie. La monnaie n'était pas interrogée, alors même qu'elle est vraiment le sang de l'économie, le thermomètre. Toutes les décisions sont prises, il y a de la monnaie dedans. Et ça, dès qu'on arrivait avec ce sujet-là auprès de libéraux, de façon inexplicable, les libéraux français se braquaient en disant « Ah ouais, mais ton truc, en gros, ça va pas marcher, on s'en fout, retournons sur nos sujets. » Et donc moi, j'avais besoin d'expliquer pourquoi il y avait une connexion très importante entre les dérives monétaires depuis en gros le XXe siècle, mais un petit peu avant, et les dérives liberticides qu'on constate tous les jours. En quoi c'est lié la monnaie fiat et les lois anti-blanchiment qui viennent surveiller? En quoi c'est lié avec l'explosion du budget des dépenses sociales? C'est lié parce que la monnaie n'a plus de garde-fou.
Et ça, c'est à cause de la monnaie fiat. Donc, Bitcoin peut rentrer dans le projet libéral moderne. C'était un peu le point que je voulais faire. On va faire une émission spécifiquement là-dessus. Alexandre, évidemment, merci à tous les trois d'être venus. Maxime Ozier, journaliste à la Tribune. Alexandre Sachenko, Chief Strategy Officer chez Pemium, et Loïc Santel, merci d'être venu, directeur commercial chez Conta Crypto. On parlera de cet essai en longueur. Ce sera philosophique. Ça parlera de crypto aussi. Il y aura Jean-Marc Daniel en face de vous. Donc, préparez-vous. Vous le connaissez. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission BFM Crypto. Le club à retrouver en podcast et en replay. Je vous laisse entre les mains de Vincent Tourem. C'est BFM Bourse. Bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.